Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Au Sénégal, les partisans de l'opposant Ousmane Sonko expriment leur ras-le-bol. Un concert de casseroles a fait vibrer Dakar mercredi soir. Jacob Zuma, accusé d'avoir été un acteur central dans la corruption d'État en Afrique du Sud de 2009 à 2018. C'est l'une des conclusions d'un rapport d'enquête remis au président Cyril Ramaphosa. Les Américains frappés de plein fouet par la hausse des prix, Joe Biden promet des mesures pour tenter d'atténuer cette spirale. Des pénuries chroniques de personnel entravent les systèmes de santé en Afrique. C'est une étude de l'OMS qui le dit. Mohamedou Mfa nous en parle dans sa chronique santé. Un concert de casseroles, c'est ce qui a eu lieu mercredi à Dakar. Un défi lancé par la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi et son leader Ousmane Sonko pour protester contre le régime du président Macky Sall. Après l'interdiction et la répression de leur dernière marche, les opposants ont trouvé une nouvelle parade qui a largement réussi. Même si cette méthode ne fait pas l'unanimité, elle a fait vibrer la capitale sénégalaise, nous dit notre correspondant à Dakar, Sedina Abagé. C'est un récit de Ginny Niwa. Chants, cris, klaxons, concerts d'ustensiles de cuisine à l'université Cheikh Anta Diop dans l'hypercentre et dans plusieurs quartiers résidentiels de la capitale sénégalaise. Nul ne peut prétendre n'avoir entendu le bruit des revendications des habitants mercredi soir. Vu qu'ils ne veulent pas nous laisser descendre dans la rue pour exprimer notre mécontentement, nous pouvons utiliser cette méthode. Nous sommes devant nos maisons et ici, personne ne peut nous arrêter. L'essentiel est de se faire entendre. Ousmane Sonko, principal opposant et candidat déclaré à l'élection de 2024 et d'autres figures de l'opposition se retrouvent écartés de la course. Ses partisans ne cachent pas leur colère. Toutes les revendications de l'opposition sont légitimes, dans la mesure où ce sont nos droits fondamentaux qui se sont menacés par le régime de Macky Sall en voulant instaurer ce qu'on appelle une monarchie. Et ça ne marchera pas. Parce qu'aujourd'hui, si vous opérez une analyse profonde, on sent que notre pays est en recul. L'opposition souligne que le président Macky Sall entretient le flou sur sa présentation à un troisième mandat présidentiel. Par ailleurs, les tensions vont grandissant depuis que le Conseil constitutionnel a confirmé l'invalidation le 3 juin de la liste nationale des titulaires de la coalition Yewwi Askan Wi pour les législatives du 31 juillet. Et aussi montrer au monde entier sur le plan international à quel point la démocratie du Sénégal est bafouée et on est arrivé à un certain moment où il n'y a pas de limite. C'est pourquoi nous étudiants, nous sommes concernés par l'avenir de notre pays parce que nous sommes l'avenir de ce pays. Nous avons pris notre courage à deux mains et nous avons dit nous en avons marre de cette façon de faire de ce régime. L'opposition réclame le rétablissement de la liste et a menacé d'empêcher la tenue des élections malgré les nombreuses interdictions de manifester. Avec ou sans autorisation. Ousmane Sonko a de nouveau appelé les Sénégalais à manifester contre le pouvoir le 29 juin. Colère également au Togo où le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a interdit un meeting d'un regroupement de partis politiques qui ont soutenu la candidature de l'opposant Agbeyome Kodjo lors de l'élection présidentielle de 2020. Regroupés sous la bannière de la dynamique Monseigneur Boxro, DMK, ces partis entendaient tenir ce rassemblement pour dénoncer la vie chère dans le pays et la récente modification de la charte des partis politiques. Explication de notre correspondant à Lomé, Kossi Oussou.
Dans un communiqué lu sur la télévision nationale, le ministre de la Sécurité, Yark Damran, indique que le moment est mal choisi pour organiser des meetings de masse compte tenu du contexte sécuritaire sous-régional et national actuel qui est très préoccupant et marqué par une volatilité et une imprévisibilité notoire. Il faut savoir que le pays fait l'objet d'attaques terroristes dont le dernier a fait 8 morts parmi les forces de sécurité du pays. Tenant compte des contraintes qu'imposent les nouvelles menaces à l'appareil sécuritaire et des renseignements de dernière minute, le meeting prévu ce samedi 25 juin est interdit, a dit le ministre. La DMK, par la voix de sa coordinatrice Adjamagbo Johnson, parle de cafouillage au sommet de l'État, d'autant que le ministre de l'administration territoriale avait donné son accord pour la tenue du meeting. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres du Commonwealth se réunissent vendredi et samedi à Kigali, capitale du Rwanda. Le Premier ministre britannique Boris Johnson est arrivé ce matin à Kigali, où il a été reçu par le président Paul Kagame. Les deux dirigeants se sont entretenus du partenariat Royaume-Uni-Rwanda sur la migration et le développement économique qui s'attaque aux dangereux gangs de passeurs tout en offrant une chance de se construire une nouvelle vie dans un pays sûr, a déclaré Downing Street dans un communiqué. Ce que les critiques doivent comprendre, c'est que le Rwanda a connu une transformation totale au cours des 2 dernières décennies, a souligné Boris Johnson. Aucun migrant n'a pour l'instant été expulsé dans le cadre de ce programme. Le premier avion à destination de Kigali a été bloqué à la dernière minute le 14 juin dernier par une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. En Afrique du Sud, les conclusions de 4 années d'enquête sur la corruption d'État pendant la présidence de Jacob Zuma ont été remises au président Cyril Ramaphosa. L'ex-président est accusé d'avoir organisé le pillage de l'argent public au profit d'un cercle de politiciens et de puissants hommes d'affaires d'origine indienne, les frères Gupta. Les détails avec Yacouba Ouidraogo. Le président Cyril Ramaphosa reçoit le rapport de la commission Zondo qui l'accable pourtant. Ce rapport indique qu'en tant que vice-président, pendant 4 ans sous la présidence de Jacob Zuma, M. Ramaphosa aurait dû mener ses propres enquêtes sur la corruption dans les hautes sphères de l'État. L'ancien vice-président a répondu à la commission qu'il n'avait aucune connaissance d'actes répréhensibles en dehors des allégations des médias. Il se dit édifié par le travail de la commission portant le nom de son président, le juge Raymond Zondo. Nous en sommes venus à comprendre ce qui s'est passé, qui était impliqué, et nous avons également compris l'effet que la corruption d'État a eu sur notre État, sur notre économie et sur notre société. La commission Zondo a été créée en 2018 pour enquêter sur les allégations de corruption pendant les 9 ans de mandat de Jacob Zuma de 2009 à 2018. L'ancien président est soupçonné d'être de connivence avec les hommes d'affaires proches de lui, les frères Gupta, pour piller les ressources de l'État. Ces derniers nient ces allégations. Le rapport est bien plus qu'un rapport sur la corruption, la fraude et les abus généralisés. C'est aussi un instrument sur lequel le pays peut travailler pour s'assurer que de tels événements, tels que la corruption d'État, ne se reproduisent plus jamais dans notre pays. La commission a auditionné quelques 300 témoins, dont Cyril Ramaphosa. Les entreprises publiques ont été la principale cible de cette machination qui a permis de détourner au moins 30 milliards d'euros, selon une estimation de M. Ramaphosa. Près de 1500 personnes sont mises en cause dans cette affaire, dont Jacob Zuma. 2 des frères Gupta, Atul et Rajesh, ont été arrêtés début juin à Dubaï. Une demande d'extradition est en cours. I'm here in Area 1 IDP camp located in Abuja, Nigeria's capital. Ndi hano mu ikambi ya Mahama. I am here in Sabari-Bugu's district of Bobo-Dioulasso, Western Burkina Faso. Hapa tupatikana Kanyaruchinya, kilomita 10 kaskazini mwa mji wa Goma.
Je suis dans le camp de Lusenda, situé à l'est de la RDC. I am here in the Dadaab refugee camp located in northeastern Kenya. This is Shuri 5 IDP camp located in Maiduguri in northeast Nigeria. I'm here to share their stories. I'm Ali Douedraogo. Neretogo Mohamed Danyoko. Hussein Mohamed. Mahmoud Mohamed Abdullahi. Netogo Mahmoud Bokoum. Al-Hassan Bala. Nditieri Vendaishimiye. Ernest Mouero pour VOA Afrique. Des dizaines de milliers de réfugiés rwandais ayant fui le génocide de 1994 vivent toujours dans l'est de la RDC. Ils traversent des moments très critiques car beaucoup ne reçoivent aucune aide de la part des organisations humanitaires ou même du gouvernement congolais. En cette période où les tensions entre la RDC et le Rwanda font rage, ces réfugiés font souvent l'objet d'agressions. Zanem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma, est allé à la rencontre d'une réfugiée rwandaise et nous offre ce reportage. Gisèle Fouraha vit ici, dans les quartiers Bujovu, au nord de la ville de Goma, à quelques mètres de la frontière entre la RDC et le Rwanda, son pays. Âgée de 37 ans, elle est réfugiée en RDC depuis l'âge de 9 ans, lorsqu'elle a vu pour la première fois ses parents, tous morts pendant les génocides rwandais. Adoptée par une famille congolaise, Gisèle n'a pas eu la chance d'étudier. En 1994, nous avons vécu le génocide au Rwanda avec notre mère et notre père. Nous avons quitté le Rwanda ensemble, nous avons été séparés à Gisenyi parce que ça crépitait partout. Je suis partie de mon côté et ils sont partis de leur côté. Comme je ne connaissais personne à Goma, nous avons continué la marche jusqu'au village de Tongo où j'ai été adoptée par une famille. J'y avais été bien accueillie jusqu'à la date de mon mariage. C'est dans cette maison que vit Gisèle Fouraha avec ses 6 enfants. Le dernier homme avec qui elle a eu 4 enfants a connu des troubles mentaux et ne vit plus avec elle. Faible et sans soutien, elle vit dans cette maison sans pièces. Quand il pleut, elle et ses enfants sont mouillés car les toits laissent passer l'eau. J'ai 6 enfants, mais malheureusement, le père de mes enfants est atteint par la folie. Depuis maintenant 1 an, j'ai directement pris les responsabilités pour élever les enfants. Nous vivons ici dans de très mauvaises conditions. En raison des tensions entre la RDC et le Rwanda, de nombreux réfugiés rwandais sont généralement attaqués. Gisèle Fouraha témoigne qu'elle a été victime de ces agressions. Elle révèle qu'elle est souvent considérée comme une ennemie par son entourage lorsqu'elle s'exprime, une réalité qui ne lui permet plus d'évacuer librement à ses occupations. Un jour, je vendais mes carottes sur le marché de Virunga. Soudain, quelqu'un a jeté une pierre sur ma jambe gauche. La même scène s'est produite récemment sur un autre marché lorsque quelqu'un a vu ma morphologie. On m'a encore jeté une pierre, j'ai rapidement arrêté le travail et suis rentré chez moi. Les autres, quand ils me voient, ils me demandent de rentrer chez moi au Rwanda. Tout cela me choque. Sans aucune pièce d'identité, ni même des cartes de réfugiés, cette femme se trouve entre le marteau et l'enclume et ne peut pas sortir de la ville de Goma. Elle a essayé à plusieurs reprises de suivre la procédure pour obtenir sa carte de réfugié, mais sans succès. Zanem Neti Zaidi à Goma pour VOA Afrique. L'Ukraine travaille à une visite à Kiev du président de l'Union africaine, Macky Sall, pour aider à renforcer la pression sur la Russie. C'est une révélation du ministre ukrainien des Affaires étrangères qui s'est exprimé dans un journal sénégalais. Dimitro Koulebas dit convaincu que le président Macky Sall peut jouer un rôle important en tant que président en exercice de l'Union africaine. L'Ukraine compte lui délivrer les informations nécessaires pour renforcer la voix de l'Union africaine, en particulier pour demander à la Russie de mettre fin à l'agression militaire contre l'Ukraine, dit-il. Macky Sall a été reçu le 3 juin en Russie par Vladimir Poutine. Il ne s'est pas rendu en Ukraine, mais avait annoncé son intention de le faire.
Le conflit en Ukraine, qui est à son 4e mois, a déclenché une flambée des prix dans les 4 coins du monde. Mercredi, Joe Biden a déclaré qu'il va prendre des mesures pour tenter d'atténuer cette spirale de hausse des prix. Les dirigeants du G7 et de l'OTAN se réunissent la semaine prochaine en Europe pour 2 sommets clés. Le reportage d'Anita Powell, récit Eric Manirakiza. Le président Joe Biden dit qu'il comprend que personne n'aime dépenser plus pour des produits essentiels comme le carburant et la nourriture, mais que les hausses successives de prix douloureuses sont le résultat inévitable d'un conflit brutal à l'autre bout du monde. L'assaut continu du président russe Vladimir Poutine contre l'Ukraine. Nous avons coupé l'importation du pétrole russe aux États-Unis et nos partenaires européens ont fait de même, sachant que le prix de l'essence allait augmenter. Nous aurions pu fermer les yeux sur les agissements meurtriers de Poutine et le prix du gaz n'aurait pas connu la flambée qu'il a connue. Je pense que cela aurait été une erreur. Les prix du gaz ont augmenté à l'échelle mondiale dans le sillage du conflit, en raison notamment des sanctions sévères imposées au pétrole et aux biens russes et de la pandémie mondiale qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement et la productivité. M. Biden rencontrera les dirigeants de l'Arabie saoudite en juillet dans le but de persuader le cartel mondial du pétrole d'augmenter l'offre. Au niveau national, il demande au Congrès de suspendre la taxe fédérale sur l'essence et aux États de suspendre leur taxe sur les carburants. Ce que l'administration propose, bien sûr, c'est un autre gadget, un autre pansement, et quelque chose qu'elle sait être mort à l'arrivée au Congrès. Poutine ne semble pas non plus vouloir reculer. Nous sommes fiers que pendant l'opération militaire spéciale, nos combattants agissent avec courage, professionnalisme, comme de véritables héros. Les soldats russes de différentes nationalités combattent côte à côte. Dans cette unité, dans la foi de la justesse de leur cause, dans l'énorme soutien populaire que nos soldats ressentent, réside la grande force invincible de la Russie. La Maison-Blanche dit que la hausse des prix n'est pas la seule conséquence de la guerre. La Russie bloque également les exportations de céréales ukrainiennes, provoquant des chocs dans le monde entier, jusqu'en Afrique. Ce sujet sera probablement abordé lorsque les dirigeants du G7, les 7 nations les plus riches du monde, se réuniront la semaine prochaine en Allemagne. Toujours ici aux États-Unis, la Cour suprême a invalidé une loi de l'État de New York sur le port d'armes. Cette décision porte sur une loi qui limite depuis 1913 la délivrance de permis de port d'armes aux personnes ayant des raisons de croire qu'elles pourront avoir à se défendre, par exemple en raison de leur métier ou de menaces les visant. Elle avait été contestée en justice par 2 propriétaires d'armes à feu new-yorkais qui s'étaient vus refuser des permis et une filiale de la NRA. Près de 400 millions d'armes étaient en circulation dans la population civile américaine en 2017, selon le projet Small Arms Survey. La décision de la Cour intervient alors que le pays est encore sous le choc d'une série de fusillades meurtrières, dont celle du 24 mai, qui a fait 21 morts dans une école primaire du Texas. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington, D.C. sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs, l'information vous revient dans un instant. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington, D.C. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 à universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala.
Vous suivez ici Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Comme tous les jeudis, nous consacrons une partie de ce journal donc, au sujet de santé. Nous accueillons Mouamadou Oumfa dans ce studio pour sa chronique hebdomadaire. Bonsoir Mouamadou. Salut John. Alors aujourd'hui, on s'intéresse aux professionnels de la santé. Selon une étude de l'OMS, des pénuries chroniques de ces professionnels entrave donc les systèmes de santé en Afrique. Oui, John, l'étude a été publiée cette semaine dans la revue British Medical Journal Global Health sous le titre « Le statut du personnel de santé dans la région africaine de l'OMS, conclusion d'une étude transversale ». L'étude, qui a porté sur 47 pays africains, montre qu'en 2018, il y avait un effectif de 3,6 millions de professionnels de la santé, médecins, infirmiers et sages-femmes, pour un ratio de 1,55 professionnels pour 1000 personnes. Ce ratio est en dessous du seuil de densité défini par l'OMS, qui est de 4,45 professionnels de la santé pour 1000 personnes, seuil nécessaire pour parvenir à la couverture sanitaire universelle. Il faut néanmoins noter que 4 pays, soit l'île Maurice, la Namibie, les Seychelles et l'Afrique du Sud, ont dépassé le ratio personnel de santé population de l'OMS. Si plusieurs pays africains réalisent des progrès pour combler le déficit, l'étude de l'OMS reconnaît que la résolution de la pénurie de personnel de santé reste difficile à cause de la complexité et de l'ampleur du phénomène. Malheureusement, conclut l'étude, cette pénurie compromet la fourniture et l'accès aux services de santé. Alors, Mouamadou, comment expliquer cette pénurie de professionnels d'abord et que propose l'étude pour résoudre ce problème? Oui, le rapport rappelle que cette pénurie de travailleurs de la santé en Afrique date de longtemps et estime qu'il manquera, si rien n'est fait, 6,1 millions de professionnels de la santé en Afrique d'ici à 2030. Cette pénurie est due à plusieurs facteurs, parmi lesquels des capacités de formation insuffisantes, une croissance démographique rapide, la migration internationale, une faible gouvernance du personnel de santé, des changements de carrière ainsi que des difficultés à retenir les travailleurs de la santé. Cas pratique au Zimbabwe avec ce syndicaliste que nous écoutons tout de suite. Actuellement, les infirmières reçoivent des salaires très faibles et par exemple, si vous voulez vérifier le marché des taux interbancaires, vous constaterez qu'elles gagnent moins de $200 et si vous vérifiez le taux du marché noir, c'est moins de $100. C'est donc principalement ce qui les pousse à émigrer car ce sont elles qui soutiennent leur famille. Alors, John, comme on vient de le voir, les faibles salaires et les mauvaises conditions de travail poussent les infirmières et les aides-soignantes à émigrer en masse à l'étranger où elles gagnent jusqu'à 10 fois leur salaire mensuel. Alors, il faut dire que cette pénurie, donc, comme on le disait, vient poser un problème au système de santé. Et pour renforcer ce système de santé, l'étude note que les pays doivent augmenter considérablement les investissements dans le renforcement de ce personnel. Des mesures fortes sont également nécessaires pour stimuler la formation et le recrutement des travailleurs de la santé, de même que pour améliorer leur déploiement et les maintenir à leur poste. Un vaste chantier, dans John, pour maintenir ces professionnels de santé en activité. Merci Mouamadou, on vous retrouve donc jeudi prochain et on va rester au Zimbabwe où les syndicats d'enseignants ont rejoint les travailleurs du secteur de la santé du pays dans une grève pour exiger qu'ils soient payés en dollars américains au lieu de la monnaie locale dont la valeur a fortement baissé. La plupart des employés du gouvernement gagnent l'équivalent d'environ $55 par mois, soit un dixième de ce qu'ils gagnaient autrefois. Certains gagnent encore moins. C'est un reportage de Columbus Mavungu à Harare au Zimbabwe, un récit de Gabi Dorsil. Depuis lundi, les médecins et les infirmiers des hôpitaux publics du Zimbabwe sont en grève. Ils demandent au gouvernement de revoir leur salaire à la hausse. Certains parmi eux gagnent moins de $25 par mois. Nous ne demandons pas quelque chose d'impossible. Nous voulons juste vivre une vie meilleure. Certains d'entre nous sont mariés avec des enfants, de multiples charges que nous ne pouvons assumer avec le salaire actuel.
with the current salary, we cannot afford. Conséquence de la grève, des patients ne sont pas reçus dans les hôpitaux publics. Il en va désormais de même pour les élèves des écoles publiques, car les enseignants veulent également une révision de leur salaire. Le ministre des Finances a déclaré que les discussions sont en cours, tout en se gardant de faire des annonces en faveur des grévistes. En tant que gouvernement, nous sommes bien sûr sensibles au sort de tous les fonctionnaires et nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que nous pouvons répondre à certaines des demandes dans les limites de nos moyens avec les contraintes budgétaires auxquelles nous sommes confrontés. Le gouvernement zimbabwéen fait face à des problèmes financiers depuis des années et a dû abandonner la monnaie locale en 2009 en raison de l'hyperinflation. Sa nouvelle monnaie, également appelée dollar, a été introduite en 2019. Pour Alexander Ruzero, professeur de sciences politiques à l'Africa University, le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa, qui a pris le pouvoir après Robert Mugabe en 2017, a sa part de responsabilité. C'est le reflet d'un gouvernement confronté à la double réalité de son incompétence et de la mauvaise opinion que le peuple a de lui. C'est là que le gouvernement de Mnangagwa diffère du gouvernement de Mugabe. Mugabe avait certaines sensibilités, en particulier en ce qui concerne les questions de salaire de nos fonctionnaires. Vous ne vous taisez tout simplement pas quand les choses sont comme ça. De nombreux Zimbabwéens ont recours aux réseaux sociaux pour critiquer le président Mnangagwa. Selon eux, il ne prend pas suffisamment en compte les doléances des citoyens et des travailleurs du pays. Et avant de refermer ce journal, allons en Inde pour parler de cet artiste de renommée de la ville de Puri, dans l'est du pays, qui a créé une sculpture de sable représentant le tremblement de terre en Afghanistan. Un séisme qui a fait au moins 1000 morts et 1500 blessés. Pas moins de 3000 maisons ont également été détruites. La sculpture de sable réalisée par Sudarshan Patnaik, sur laquelle on peut lire « Joignez vos mains pour aider les victimes du tremblement de terre en Afghanistan », montre des bâtiments démolis et une personne piégée sous ceux-ci. À travers son art, il a appelé les gens à aider les victimes. Le tremblement de terre de magnitude 6,1 a eu lieu tôt mercredi 22 juin à environ 160 km au sud-est de Kaboul, dans des montagnes arides parsemées de petits villages près de la frontière avec le Pakistan. Les mauvaises communications et l'absence de routes appropriées entravent les efforts de secours dans un pays déjà pris avec une crise humanitaire qui s'est aggravée depuis que les talibans ont pris le pouvoir en août dernier. Voilà, Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. I'm here in Area 1 IDP camp located in Abuja, Nigeria's capital. Ndi hano mu ikambi ya Mahama. I am here in Sabari-Buguz district of Bobo-Dioulasso, Western Burkina Faso. Hapa twapatikana Kanyaruchinya, kilomita 10 kaskazini mwa mji wa Goma. Je suis dans le camp de Lusenda, situé à l'est de la RDC. I am here in the Dadaab refugee camp located in northeastern Kenya. This is Shuari 5 IDP camp located in Maiduguri in northeast Nigeria. I'm here to share their stories. I'm Ali Ouedraogo. Nerto Mohamed Danyoko. Hussein Mohammed. Mahmoud Mohamed Abdullahi. Netogoy Mahmoud Bokoum. Al Hassan Bala. Ndi Thierry Vendaishimiye. Ernest Mouero pour VOA Afrique.